Chère assistante, permettez-moi de vous présenter l'infection par le VIH, de la primo-infection au stade SIDA. Alors, l'infection à VIH, il est dû au virus de l'immunodéficience humaine. C'est un virus ARN. C'est une maladie qui est sexuellement transmissible. Il est responsable d'une diminution de l'immunité cellulaire, ce qui va favoriser l'apparition de ce qu'on appelle les infections opportunistes. C'est une pathologie chronique. Il n'est plus considéré comme pathologie mortelle. Donc c'est une pathologie chronique, mais qui pourra être grave à cause des infections opportunistes qu'il pourra engendrer, qui peuvent être sévères, qui peuvent même engendrer et causer le décès. Alors le diagnostic, il doit être précoce pour un meilleur pronostic, et il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire que le corps du patient infecté, il n'arrivera jamais à se débarrasser du virus, même sous trithérapie antirétrovirale, d'où l'intérêt de la prévention. Alors, le virus d'immunodéficience acquise, le VIH, il va attaquer le système immunitaire. Donc, la principale cible, c'est les lymphocytes T à récepteur CD4 et les macrophages. Alors, c'est un virus qui va se multiplier aux dépens de ces cellules selon ce qu'on appelle un cycle de multiplication, c'est-à-dire après avoir attaqué la cellule, après une adhésion, un attachement, une adhésion, une fusion, une transcription de son ARN en ADN, et puis selon plusieurs étapes, on aura une production de nouvelles protéines, nouvelles virus, bien évidemment. Et par conséquence de cette réplication virale, on aura un déficit immunitaire quantitatif et qualitatif. Alors, on va passer aux différents modes de transmission de l'infection à VIH. Alors, on va commencer par le mode de transmission principal qui est la transmission sexuelle, responsable dans 90% des cas de la transmission des virus. Donc, après des rapports hétérosexuels ou homosexuels avec une personne qui est infectée par le virus, ce risque, bien évidemment, il augmente si le rapport il est anal réceptif, s'il y a une lésion génitale et s'il y a du saignement. Il faut dire que les rapports anaux ou bien orogénitaux, ils sont potentiellement contaminants, mais à un risque qui est moindre. Alors, la transmission par le sang et ses dérivés, donc le virus il peut se transmettre au cours d'une transfusion de produits sanguins et d'organes et de sperme, d'où la nécessité d'un dépistage systématique des donneurs de sang, des donneurs d'organes et de sperme. Le partage de matériel d'injection contaminé par du sang chez les toxicomanes, certaines pratiques comme le tatouage, le partage de matériel de manucure, de pédicure contaminé, et puis l'échange de rasoirs contaminés, et puis certaines habitudes aussi traditionnelles comme le persil, tout ça pour transmettre le virus du VIH. Et puis, la transmission de la mère à l'enfant, c'est une transmission verticale qui peut se faire soit pendant la grossesse de la mère infectée à son fœtus, ou bien au cours de l'accouchement, essentiellement lorsque la charge virale est élevée, ou bien via l'allaitement. C'est pourquoi on insiste toujours sur le fait qu'il faut contre-indiquer automatiquement l'allaitement chez la patiente vivant avec le VIH. Alors, l'infection à VIH, il est classifié selon 3 stades. On a le stade A, on a une infection asymptomatique pour l'infection, l'infectiopathie persistante généralisée. Généralement, pendant ce stade, les CD4 ils sont à plus de 500. Et puis on a le stade B où l'infection devient symptomatique et sans critère du stade A et du stade C. Après s'installe le stade C qui est le stade de SIDA, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise où généralement les CD4 ils sont effondrés à moins de 200 cellules par millilètre cube. Alors, on va voir maintenant ensemble l'histoire naturelle de l'infection par le VIH. Alors, vous voyez sur ce schéma-là que l'infection à VIH commence par ce qu'on appelle la primo-infection ou bien la primo-invasion.
En fait, c'est une phase qui commence à peu près 10 à 20 jours après la contamination. Il peut durer à peu près 6 semaines. Et c'est une phase de forte contagiosité. Vous voyez ici le pic de charge virale, il y a une utilisation très importante des virus. Vous voyez ici le pic de la charge virale avec une baisse très importante de taux de CD4. Alors, c'est une phase qui est généralement aussi symptomatique, donc il peut passer inaperçu, mais on peut voir apparaître chez le patient certains symptômes qu'on va voir par la suite. Alors, après la phase de primo-infection, il y aura la phase asymptomatique. C'est une phase qui est longue, qui est chronique, qui peut durer à peu près donc, 10 ans, donc en moyenne 7 ans. À ce moment-là, on aura un certain équilibre entre la multiplication virale et le taux de CD4, donc grâce au système immunitaire. Mais dès que la charge virale il va commencer à augmenter et le CD4 commence à baisser, ça déclare le passage vers quoi? Vers le stade SIDA, le stade d'immunodéficience acquise, qui est caractérisé par la survenue de différentes infections opportunistes qui peuvent engendrer le décès. Ces infections opportunistes dans la survenue, elles dépendent de taux de CD4, des lymphocytes TCD4, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les CD4 ils vont baisser et dès que les CD4 seront à 400, on aura déjà le risque d'infection bactérienne récidivante, d'herpès, le risque de tuberculose. Alors, dès que les CD4 ils sont à moins de 400, le risque de candidose œsophagienne, à 200, le risque de pneumocystose et de cryptosporidiose, à 100, le risque de toxoplasmose, et puis à moins de 100 cellules par millimètre cube, on a le risque de cryptococcose et de mycobactéries atypiques, infection à mycobactéries atypiques, et puis à moins de 50 CD4, on aura un risque de survenue d'infection à cytomégalovirus et d'aspergillose. Alors, on va voir un petit peu en détail chaque phase. Alors, on va commencer par la phase de primo-infection. Donc, nous avons dit que c'est une phase qui peut durer 6 semaines, qui apparaît donc en moyenne 10 à 12 jours après la contamination. Et sur le plan clinique, c'est une phase qui est très, très variable. C'est-à-dire que le patient peut ne pas présenter des symptômes, ou bien il peut être symptomatique et il pourra présenter des symptômes qui ne sont pas spécifiques de l'infection à VIH, c'est-à-dire qu'un immunocompétent peut présenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir un syndrome pseudo-grippal ou un syndrome mononucléosique, on peut avoir chez le patient une fièvre, on peut voir apparaître des adénopathies, une pharyngite, une angine, une éruption cutanée, et puis on peut avoir aussi des manifestations digestives actives de diarrhée, des manifestations neurologiques à type de méningite et d'encéphalite. Alors voilà, vous voyez sur cette image l'aspect d'une éruption cutanée maculopapuleuse qui atteint surtout le tronc et le visage chez le patient au cours de la primo-infection. Alors sur le plan biologique, si on a demandé l'NFS, on peut avoir une lymphopénie, une neutropénie, une thrombopénie, un syndrome nucléosique. Et on peut aussi, au bilan hépatique, retrouver une cytolyse hépatique. Sur le plan virologique, on va avoir, on va détecter un antigène P24 qui est positif, une charge virale qui est élevée et une baisse de taux des CD4. Alors, après cette phase de primo-infection, on aura ce qu'on appelle la phase asymptomatique, qui est une phase de latence clinique. Donc, c'est une phase qui est longue, qui est chronique, qui peut durer 10 ans avec une moyenne de 7 ans. C'est une phase où on a une réplication virale qui est active et continue avec une baisse de taux de CD4. Alors, il faut savoir que cette phase, elle est généralement asymptomatique. Le patient, souvent, il ne présente pas de symptômes. Mais s'il est patente, qu'est-ce qu'on peut avoir chez le patient? On peut avoir une altération de l'état général, une fièvre, une diarrhée chronique. On peut avoir une lymphadénopathie persistante généralisée, un herpès génital récidivant, une leucoplasie chevelue de la langue, une candidose buccale ou génitale, une dermite séborrhéique, des condylomes, et sur le plan biologique, on peut avoir une leucopénie, une anémie, une thrombopénie. Alors, voici quelques images. Alors, la première image, c'est ce qu'on peut avoir un aspect de dermite séborrhéique, un herpès génital, une candidose buccale et puis la leucoplasie chevelue de la langue.
Alors, après cette phase asymptomatique, souvent asymptomatique, où on peut avoir quand même quelques symptômes, vient la phase SIDA, la phase d'immunodéficience ou immunodépression acquise, qui va se déclarer dès que la charge virale est très très élevée, avec un effondrement du taux de CD4. Donc généralement les CD4 ils vont devenir donc très effondrés, moins de 200 cellules par millimètre cube, et bien sûr on va voir apparaître des infections opportunistes sévères, c'est-à-dire des infections qui vont profiter de cet état d'immunodépression pour apparaître et pour se développer. Donc, on peut avoir une encéphalite à VIH, des tumeurs associées à des virus oncogènes, comme le sarcome de Kaposi, un lymphome ou un cancer invasif du col de l'utérus. Alors, on va voir maintenant ensemble les différentes manifestations qu'on peut voir chez ce patient infecté ou bien vivant avec le VIH. Donc, on va commencer par les manifestations pulmonaires. Alors, on peut avoir des manifestations pulmonaires infectieuses et non infectieuses. Alors, pour les manifestations infectieuses, c'est généralement bactériennes, parasitaires ou mycosiques ou même virales. Et non infectieuses, surtout des manifestations tumorales comme le Kaposi et le cancer bronchique. Et ça, on le voit dans la partie manifestation tumorale. Donc, on va voir les manifestations infectieuses les plus fréquentes pulmonaires que le patient peut présenter. Donc, on a les pneumopathies bactériennes, et ce sont des pneumopathies qui sont récidivantes. Donc, à chaque fois qu'on a des pneumopathies récidivantes bactériennes, il faut penser à l'infection à VIH. C'est souvent des pneumopathies qui sont dues au pneumocoque. Aussi, ils peuvent être dus à l'Haemophilus influenzae. Alors, le patient, il va présenter une toux productive avec des expectorations jaunâtres ou mucopurulentes dans un contexte de fièvre, avec un syndrome de condensation à l'examen clinique. On va demander une radiographie thorax. Généralement, on va avoir l'aspect de pneumopathie franche lobaire aiguë, c'est-à-dire une opacité qui est systématisée à un lobe au niveau de la radiothorax. Et à ce moment-là, il faut demander aussi un examen cytobactériologique décrachant qui va mettre en évidence la bactérie responsable. La tuberculose, c'est une pathologie, c'est une infection qui peut survenir à tous les stades d'immunodépression. Donc, généralement, lorsque l'immunodépression est modérée, alors le patient il pourra présenter des symptômes qui sont semblables à ceux présentés par un sujet immunocompétent. Mais lorsque l'immunodépression est profonde, le patient il va présenter plus des tableaux atypiques. Donc, et avec une fréquence de manifestations extrapulmonaires, plus que pulmonaires, c'est-à-dire des localisations neuroméningées, ganglionnaires, abdominales, etc. Alors, bien sûr que le diagnostic, il va poser sur la recherche de BK, dont les expectorations en cas de suspicion de tuberculose pulmonaire, donc on va demander un gène expert. Et bien évidemment, en fonction de la localisation, on va demander le BK dans les autres liquides en fonction de la localisation suspectée. Et la radiographie thorax qui va nous montrer des anomalies, il peut être normal, mais il pourra montrer des anomalies. Ici, vous voyez un aspect de miliaire chez le patient. Et puis, bien sûr, les autres bilans radiologiques à demander en fonction des autres localisations qui sont suspectées. La pneumocystose, c'est une infection qui est mycosique, qui est due au pneumocystose gyrovesi, qui survient généralement lorsque le taux de CD4 il est à moins de 100. Alors, le patient il va présenter une toux généralement sèche, d'installation donc progressive avec une dyspnée, une fièvre. Sur le plan biologique, il y a un marqueur qui nous aide et qui nous oriente vers la pneumocystose, c'est un taux de LTH qui est élevé. Et puis, si on va demander la radiographie thorax, qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer un syndrome interstitiel. Et puis, si on va demander un scanner thoracique, on aura des images, ce qu'on appelle des images en verre dépoli. À ce moment-là, il faut prendre en charge le patient, le traiter et essayer de confirmer cette pneumocystose par la mise en évidence de pneumocystis gyrovesi dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire après une bronchoscopie. Alors, les infections à mycobactéries atypiques, qui sont des infections qui surviennent avec des CD4 généralement à moins de 50. On a le Mycobacterium Kansai qui peut donner une atteinte pulmonaire et l'autre Avium qui peut donner une atteinte multiviscérale.
On va passer maintenant aux manifestations neurologiques. Alors, la manifestation la plus fréquente, c'est la toxoplasmose cérébrale, alors qui survient dès que les CD4 ils sont à moins de 100. Le patient il va présenter des signes neurologiques, atypiques de céphalée, de convulsions, un déficit neurologique. Et devant cette symptomatologie, il faut demander un scanner cérébral qui va nous montrer généralement un aspect d'abcès, ce qu'on appelle donc un aspect oncocarde, ce que vous voyez ici. Donc, c'est une hypodensité entourée d'hyperdensité. Alors, la cryptococcus, c'est une infection mycosique qui est due au Cryptococcus neoformans, qui donne essentiellement une méningoencéphalite aiguë, mais qui peut toucher rarement le poumon, la peau, les os et les ganglions. Et le germe, il doit être mis en évidence dans le sang et dans le SCR, soit la coloration de l'encre de Chine, la culture du SCR ou du sang, ou la présence d'antigènes de cryptocoque. Alors, les autres manifestants neurologiques qu'on peut avoir, c'est une tuberculose du système nerveux central, la LAMP, la leucoencéphalite multifocale progressive, HJ sévérus, une encéphalite à VIH, des neuropathies, ACMV ou bien au VIH lui-même. Les manifestations digestives qu'on peut voir, la manifestation la plus fréquente qu'on peut voir chez les patients vivant avec le VIH, c'est la candidose œsophagienne. C'est une infection mycosique qui est due au Candida albicans. Le patient il pourra présenter une dysphagie, des douleurs rétrosternales ou bien des vomissements. Et c'est une infection qu'il faut y penser devant la présence d'une dysphagie chez le patient ayant une candidose buccale. Si on va demander une fibroscopie digestive haute, ça va nous montrer des dépôts blanchâtres au niveau de l'œsophage. Les infections parasitaires digestives, on aura des infections opportunistes, essentiellement la cryptosporidiose, la microsporidiose, les esporoses. Il y a aussi les infections à cyclospora, mais qui sont plus rares. Et il y a la giardiase. Alors, dans le cadre de la cryptosporidiose intestinale, par exemple, le patient il va présenter une diarrhée chronique avec amaigrissement, avec déshydratation, avec malabsorption. Et c'est l'intérêt de demander chez tout malade vivant avec le VIH qui présente ces symptomatologies des examens parasitologiques des selles qui doivent être multipliés, au moins 3 examens parasitologiques des selles sur lesquels il faut spécifier la recherche de ces parasites. Alors, on peut avoir des infections virales comme l'œsophagite ACMV, le colite ACMV aussi. On peut avoir des infections bactériennes comme la tuberculose intestinale et les autres bactéries telles les salmonelloses, les shigelloses, les yerlicioses, les campylobactérioses. Les manifestations dermatologiques, ils dépendent du taux de CD4, donc on peut avoir une ulcération génitale au tout début, quand les CD4 sont à plus de 500, mais au fur et à mesure de la baisse de taux de CD4, on va commencer à avoir donc un zona, maladie de Kaposi, cutanée, une cryptococcose cutanée, un molluscum contagiosum. Alors voici quelques images. Donc, vous voyez ici l'image d'un zona intercostal qui est infecté. Ici, c'est une image de candidats qui sont dus à l'HPV chez le patient vivant avec le VIH. Une image de Kaposi cutanée. Vous voyez ici des lésions qui sont violacées, d'accord, et un Kaposi muqueux. Pour les manifestations ophtalmologiques, ils sont représentés essentiellement, la plus fréquente, c'est la rétinite ACMV. Alors, le patient, il va présenter des troubles de vision, d'accord? Donc, allant d'un brouillard visuel, une baisse d'acuité visuelle jusqu'à la cécité. Il faut savoir que cette cécité, il est irréversible lorsqu'il s'installe, d'où la nécessité de demander un fond d'œil systématiquement chez les patients qui ont une infection rétrovirale et qui ont des troubles oculaires pour dépister cette pathologie et la traiter. Et puis, lorsqu'on demande un fond d'œil, vous voyez les anomalies qu'on pourra voir. Alors, on a aussi le risque de syphilis oculaire, de toxoplasmose oculaire et de tuberculose oculaire chez ces patients-là. Alors, les manifestations tumorales que le patient pourra présenter, donc il y a la maladie de Kaposi dans la transmission, il est sexuelle et il est orale. Donc, dans l'aspect, pourra commencer par une macule, papule, un nodule vers même une tumeur ulcéro-végétante. Et ce sont des lésions qu'on pourra voir sur la peau, les muqueuses et même les viscères, que ce soit digestif, pulmonaire ou cérébral. Voilà, donc un Kaposi, donc des lésions, ce sont des lésions qui sont violacées, très violacées, infiltrées. Vous voyez ici au niveau de la cuisse et au niveau de la jambe. Les autres manifestations tumorales, on peut avoir un cancer épidermoïde lié à l'HPV, essentiellement chez les patients homosexuels, le cancer du col utérin, en rapport avec l'HPV. Et j'insiste ici sur le fait qu'il faut un dépistage systématique par un frottis cervico-vaginal chez les patientes vivant avec le VIH pour dépister ce cancer-là à des stades précoces. Puis il y a le risque de cancer pulmonaire, surtout chez l'homme, et puis avec notion de tabagisme, il y a aussi le risque d'adénocarcinome, gastrique, hépatique et
pourquoi pas aussi pancréatique. Alors, les autres manifestations que le patient peut présenter, c'est des manifestations hématologiques. Donc, il pourra présenter un lymphome non-Hodgkinien, un lymphome primitif cérébral, un lymphome non-Hodgkinien et la maladie de Hodgkin. Et puis, le malade pourra présenter aussi certaines anomalies, donc un type de cytopénie, tel le purpura thrombopénique, une anémie hémolytique auto-immune et un syndrome hémophagocytaire. Alors, devant ces manifestations pulmonaires, dermatologiques, etc., donc n'importe quelle manifestation, donc bien sûr, il faut dépister, il faut, soit par sérologie ELISA ou test rapide, confirmé par la charge virale, et bien évidemment, après la confirmation, après l'annonce, il faut procéder à un traitement du patient. Donc, ce traitement va se baser sur la trithérapie, bien sûr, après avoir traité les infections opportunistes, éventuellement une prophylaxie de certaines infections opportunistes, et bien sûr, la prise continue, la prise en charge avec le médecin spécialiste. Voilà, je termine par la prévention qui est très importante à faire. D'accord, pour ne pas arriver à ce stade ultime, stade sida, en commençant bien évidemment par le dépistage. Et voilà, unissons tous nos efforts contre le sida. Je vous remercie.